Bien. Alors, je vais maintenant demander à Gérard Rabinovitch d'avoir la gentillesse de nous introduire Julia David, docteur en sciences politiques. Dana. Dana Tous les deux. Ah, Tous les deux. ils sont tous les deux ensemble? Non, mais reste si tu veux, Denis. Pardon? Oui, tous les deux, l'un avec l'autre. Ah, tous les deux avec vous? Ok. Et Dan Arbib. Et la gentillesse de monter sur scène. Et puis, il va les introduire au fur et à mesure. Merci. C'est un vrai grand plaisir de vous présenter. Ça serait peut-être indélicat de dire les jeunes pousses, mais c'est les nouveaux esprits et les grands talents qui la relèvent, quoi, la nouvelle génération. Et c'est vraiment un grand plaisir et même une grande admiration que je porte à Dan Arbib, à Julia David, sur la pertinence, la profondeur de leurs travaux, de leurs réflexions. Et franchement, c'est réjouissant de savoir que un jour nous partirons et qu'il y aura des gens qui seront là pour continuer le travail et le combat. Tour à tour, nous entendrons Julia David. Julia David est docteur en sciences politiques. Elle fait de l'enseignement aussi en France dans le cadre de l'Institut Emmanuel Levinas. Elle fait de l'enseignement, elle a fait de l'enseignement à l'Institut catholique et elle a des interventions à Harvard, à Oxford, etc. Rien que ça. Elle est l'auteur d'un ouvrage absolument admirable qui est issu de sa thèse, qui s'appelle « Ni réaction, ni révolution, les intellectuels juifs, la critique du progrès et le scrupule de l'histoire ». Un livre dont je vous recommande la lecture parce qu'il fait un tour, une synthèse avec une profondeur incroyable de cette question et des auteurs qu'elle évoque. Je vais donner tout de suite la parole à Julia et puis nous entendrons Dan ensuite. Et Dan, qui aussi est un enseignant dans le cadre des activités de l'Institut Emmanuel Levinas, il enseigne aussi à l'Université de Lyon 3, c'est ça, hein, et il a publié, il ne fait pas que ça, il est aussi Chazan à la synagogue des Tournelles, et il nous a bouleversés au dernier Kippour de tout son talent. Et il a publié avant l'été dernier La lucidité de l'éthique, qui est une étude et une réflexion sur Lévinas. Je vais donner d'abord la parole à Julia, et puis ensuite, ça sera Dan. Vladimir Jankélévitch, de la question morale. Juste avant de lui laisser la parole, je voudrais vous encourager à relire L'imprescriptible. Dans la période actuelle, franchement, ça continue à faire écho. Oui, oui. Ah, je redis, je voudrais juste, comme Julia va nous parler de Vladimir Jankélévitch et de la question morale, je voulais juste vous réencourager à lire ou à relire L'imprescriptible, un ensemble de petits textes de Jankélévitch, parmi tous ceux et toute l'œuvre immense qu'il a produite, mais qui fait vraiment écho à notre temps. Voilà, Julia. Donc, merci pour cette très gentille introduction d'abord. Merci pour votre accueil à tous. Je suis très heureuse de revenir en Israël. Donc effectivement, je vais vous parler de Vladimir Jankélévitch et la question morale. Pour commencer, je dirais que Vladimir Jankélévitch fait partie de ces juifs, pas si nombreux dans le siècle, qui n'ont vendu leur judaïsme à rien. Ni aux idéologies pourvoyeuses de cadavres, ni aux honneurs du parvenu ou à la bonne conscience de l'heure, ni au savoir de l'Occident, cette raison sans mystère qui finit si souvent par déraisonner, ni aux fièvres des religions déréglées. Un judaïsme impalpable, disait-il, loin de la morgue des identités non inquiétées et de ce qu'il appelait le provincialisme de la cité close. La morale de Jankélévitch est-elle pour autant une morale juive, pour autant qu'on puisse utiliser cette notion par-delà l'extrême diversité des grands corps de la tradition juive. On sait son plaidoyer pour le judaïsme contre les critiques sans empathie de Bergson. Non, il n'est pas vrai, nous dit Jankélévitch, que le Dieu du monothéisme hébraïque soit le gardien d'un exclusivisme jaloux. Non, il n'est pas juste de considérer l'élection juive comme un traitement de faveur. On sait l'affirmation sous sa plume de l'unicité absolue de la Shoah.
et à quel point il refusa toujours de subsumer l'antisémitisme sous la catégorie paresseuse du racisme. On sait sa plume véhémente dans l'imprescriptible, effectivement, pour dénoncer le confusionnisme de l'époque, déjà, et la perversité morale de ces belles âmes appelant à des pardons d'opérette. Il disait il ne s'agit pas d'être sublime, il suffit d'être fidèle et sérieux. Et puisqu'on est en Israël, on peut rappeler qu'il considérait la création de l'État d'Israël comme un des phénomènes les plus importants du XXe siècle, et plus encore même comme un phénomène moral et un phénomène de conscience, disait-il. Phénomène moral au sens de l'affirmation d'une légitimité existentielle d'Israël, et on connaît sa critique parmi les premières et les plus percutantes sans doute des potentialités antisémites de l'antisionisme, mais phénomène moral également au sens de la nécessaire impatience critique à solliciter quand Israël n'est plus Israël, à chaque fois qu'Israël court le risque de déshonorer son nom. Et on le voit ici ou là critiquer telle ou telle politique israélienne. On sait sa contribution si précieuse au colloque des intellectuels juifs de langue française, à quel point il y redit son attachement à ce qu'il appelait une différence périlleuse, ce douteux état civil donnant, disait-il, la conscience de la vie précaire. Mais chacun sait bien également qu'il cite plus souvent les pères de l'Église que les grands maîtres de la tradition juive, qu'il cite plus souvent les moralistes et les mystiques chrétiens, de Fénelon à saint François de Sales ou saint Jean de la Croix, que les grands noms de la pensée juive. Et on pourrait dire aussi qu'il puise tout autant des forces du côté du génie d'Athènes, cette morale d'Aristote, par exemple, qui rappelle la coopération de l'homme à son propre destin et qui nous redit à quel point l'homme est le père de ses actes. On sait aussi à quel point il est influencé par la littérature russe, donc la source juive n'est pas la seule. Est-ce qu'il faut dès lors résister à la tentation de rapatrier trop rapidement Jankélévitch du côté de la morale juive? Peut-être. Je dirais plus prudemment alors, et puisque la musique était son abri et sa consolation, que la morale de Jankélévitch s'accorde aux grandes exigences du judaïsme. Et c'est peut-être pour cela que sa morale n'est définitivement pas au diapason de ce que Gilles Lipovetsky, il y a très longtemps, dans un livre déjà ancien, avait appelé l'éthique indolore des temps démocratiques. Et c'est peut-être pour cela que la morale de Jankélévitch, qui joue comme son judaïsme comme une complication supplémentaire de l'existence, disait-il, fait rougir, et la morale élastique du relativisme postmoderne, et les nouvelles morales dogmatiques de la démocratie radicale. Alors, il ne s'agira pas de commenter ici une œuvre qui est immense et dont la philosophie morale est sans doute le moteur le plus intime et dont la géniale surabondance est bien connue. Mais je voudrais mettre l'accent rapidement sur deux idées essentielles qui me semblent entrer en affinité avec les intuitions de la tradition juive et bousculer une certaine doxa démocratique contemporaine. D'abord, le fait que la morale de Jankélévitch est une morale qui sait le poids des ténèbres, mais qui refuse d'essentialiser le mal, de le rendre fatal. Et puis le fait que la morale de Jankélévitch est une morale qui n'est pas dupe d'elle-même, qui se défie d'elle-même. Et il me semble effectivement que la question de la complaisance morale est au cœur de la réflexion de Jankélévitch. Je dirais d'abord, en paraphrasant la fameuse formule de Lévinas sur une religion d'adulte, que la morale de Jankélévitch est une morale d'adulte. Une morale d'adulte, c'est-à-dire une morale qui sait le puissant fond du mal, qui sait ses ressources infinies de cruauté, qui sait l'imagination sans limite de la volonté mauvaise, qui sait aussi sa faible capacité pour en conjurer les expressions, ses maigres ressources pour en anticiper les manifestations, mais qui pour autant n'abjure pas ses responsabilités. Jankélévitch ne se reconnaît pas dans ce socratisme moral suivant lequel nul ne fait le mal volontairement. Cette philosophie qui fait de l'homme une espèce de méchant par inadvertance. On ne trouve pas non plus sous sa plume de fatalisation du mal, comme chez Joseph de Maistre et les tenants du pessimisme anthropologique radical. S'il postule contre les avocats du péché originel l'existence d'une prédisposition fautive, d'un mauvais terrain, la faute reste mystérieusement libre et gratuite. Dans la conception de Jankélévitch, et ce n'est pas sans faire écho, il me semble, à ce que disait Hannah Arendt, le mal n'a pas de profondeur démoniaque. Il n'a pas de positivité arrogante, car en vérité, nous dit Jankélévitch, il existe à peine. Nulle substance dans une éprouvette, pas de diable en embuscade comme chez les théologiens,
Pas de mal localisable dans les instincts ou la sensualité libérée. Pas de société à qui l'on pourrait si commodément imputer les maux et les peines, comme le veulent encore aujourd'hui les impénitents de ce sociologisme du mea culpa, qui sont prompts à faire des discriminations ou des injustices sociales l'alpha et l'oméga des bonnes raisons de haïr. Car le mal, nous dit Jankélévitch, n'est pas un microbe qui deviendrait virulent au contact de l'homme. Il n'y a littéralement de mal que dans nos intentions. Responsabilité optimale, donc, d'un sujet qui ne saurait s'exonérer de ses actes en se délivrant du mauvais à une autre adresse, toujours à une autre adresse. Ce mal insaisissable qui échappe aux assignations à résidence, Jankélévitch aura pourtant consacré tous ses talents à en saisir les contours évanescents. Ce mal impossible à loger à telle ou telle auberge, Jankélévitch aura pourtant consacré ses forces à le déloger à sa façon. De l'hypocrisie à la méchanceté, du mensonge à la mauvaise foi, de la jalousie à l'envie, il nous livre des tableaux cliniques du mal d'une extrême justesse, d'un raffinement rare, décrivant tous les dégradés psychologiques possibles, élaborant toutes les distinctions philosophiques imaginables. Rapidement, pensons à la manière dont il distingue l'être et le commettre, l'acte de méchanceté et l'habitus de la méchanceté, par exemple, ce qu'il appelle joliment la défaillance éclair, la défaite minute, et puis l'entêtement chronique dans le mal. Pensons à la manière dont il rappelle que le méchant, par machiavélisme extrême, peut rapprocher prématurément, par exemple, ce qui n'est pas mûr pour la réconciliation, dans l'espoir justement d'une déflagration, quand une pacification authentique exigerait au contraire que les consciences soient préparées. Le son politique également. Pensons à sa façon de décrire ce mal qui n'annonce pas sa venue et qui sait si bien se donner l'air innocent. Je le cite, il nous dit « Les stigmates de la méchanceté ne sont pas toujours visibles sur le visage bonasse du bourreau ». Pensons à ces définitions de la jalousie et du sadisme, tellement justes et tellement économes en mots, quand il nous dit par exemple « Ton bonheur et mon malheur, tel est le chiasme de la jalousie. Ton malheur et mon bonheur, tel est le chiasme du sadisme. » Donc peu de philosophes en vérité auront sondé ces cloaques de l'esprit avec autant de finesse, avec autant d'obsession tranquille. Il le fait avec les mots de l'écrivain, il le fait avec l'hyperesthésie de l'artiste, il le fait aussi avec une vocation quasiment encyclopédique, scruter le mal jusqu'au vertige et en même temps se tourner vers le bien, disait-il, avec l'âme tout entière. Donc c'est ce double mouvement qui est à l'œuvre dans la philosophie de Jankélévitch. Une morale d'adulte, c'est aussi cette morale qui refuse le pessimisme rassurant des philosophies du mal, mais tout autant les candeurs irresponsables de l'idée de progrès. Je le cite, « La morale ne marche pas du même pas que les institutions, car elle ne marche d'aucun pas, et même elle ne marche pas du tout si marcher et progresser vers un certain but dont on se rapprocherait de plus en plus. » Donc pas de capitalisation du bien ou de thésaurisation du bien chez Jankélévitch, pas de fétichisme du devoir accompli, pas de leçon de morale repuée satisfaite. En morale, nous prévient Jankélévitch, le chemin gagné est aussitôt reperdu. Pas de folie totalitaire embusquée dans ces morales de puristes, souhaitant en finir une bonne fois pour toutes avec le mal. Jankélévitch prévient en effet les enragés du bien définitif. Il nous dit le mal est un problème qui ne peut pas être résolu. D'où aussi cet impératif catégorique du coup, qui est réaffirmé sans cesse dans les textes, ce qui est fait reste à faire. C'est paradoxalement en effet parce que la morale de Jankélévitch n'est pas une morale du progrès, qu'elle est une morale du faire, une morale de la volonté agissante, une morale de l'action transformatrice. C'est ainsi chez Jankélévitch cette comparaison du bien avec la musique, dont il nous dit qu'ils sont tous les deux faits non pour être parlés mais pour être exécutés. C'est aussi ce conseil emprunté aux deux sources de la morale et de la religion de Bergson. N'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. C'est dans tous les textes cette idée d'un bien qu'il convient de réaliser tout de suite ou jamais, dans la conscience aiguë de l'irréversibilité du temps et dans la brûlure d'une réquisition immédiate, ce qui n'est pas sans faire écho à ce Naasé Venishma de la tradition, cette orthopraxie mystérieuse qui affirme la préséance de la pratique sur le comprendre lui-même. Donc pas de morale de la délibération interminable telle que nos démocraties en donnent si souvent l'exemple, dans l'ajournement infini des responsabilités, mais une morale de la décision prise dans le mystère de l'instant. Que vaudrait une morale en effet qui dirait aux noyés d'attendre quelques mois ou quelques années avant que les secours ne viennent,
Aimer son prochain, nous dit Jankélévitch, telle est la seule chose qui soit exécutable sur le champ et pour chacun de nous. Pour chacun de nous, c'est ce qu'il appelle aussi la démocratie œcuménique des bonnes volontés. Le bien est une chose que tout le monde peut faire. Cette morale du faire qui est déposée dans les mains d'un unique, cette bénédiction qui est aussi un fardeau, ou ce fardeau qui est aussi une bénédiction, Jankélévitch lui aura donné vie dans l'intégrité d'une existence. Je dirais que Jankélévitch, ce n'est pas un philosophe engagé, c'est quelqu'un qui fait de l'engagement la définition même de la philosophie. Quand on lui demandait ce qu'était un philosophe, il répondait « c'est d'abord quelqu'un qui fait comme il dit ». Et il n'aura pas de mots assez durs pour moquer justement ceux qui, au Café de Flore, ne faisaient que s'engager à s'engager. Jankélévitch, c'est le juif révoqué par le régime de Vichy, mais c'est aussi le résistant qui évoque le danger qui rôde, les coups de sonnette à 6 heures du matin et le cœur qui cesse de battre. Ce n'est pas une morale en majesté, mais une morale traquée, c'est l'homme du souterrain. Jankélévitch, c'est le philosophe qui s'engage pour les droits de l'homme dans les pays de l'Est, qui critique le colonialisme, qui défend l'enseignement de la philosophie dans les années 70. Jankélévitch, c'est, selon la formule de Béatrice Berlowitz, le marcheur infatigable de la gauche. Mais, comme le dit un de ses élèves, il n'opérait pas en va-t-en-guerre, ni en sergent recruteur pour la gauche, mais en philosophe, contrôlant avec le cordeau du philosophe droitures et courbures dans les comportements politiques et les attitudes morales. Jankélévitch, ce n'est donc pas le sectarisme impitoyable du flic militant, il ne fait pas partie de ces philosophes qui ont l'engagement pavlovien, mais quelqu'un qui sait demeurer philosophe dans l'action. Cette morale du faire est aussi une morale de l'infinitésimal, c'est dans les petites choses que les choses se jugent, et c'est aussi une philosophie de la continuité méritante, de la continuité vertueuse. De même que le vice suppose la persévérance dans le mal, il n'y a pas de juste du dimanche. La vie morale se continue tous les jours du mois et toutes les heures de chaque jour. Ça, c'était mon premier point. Je ne sais pas s'il me reste suffisamment de temps, donc je suis dans les temps. Donc le second point, c'était la question de la complaisance morale. Une morale d'adulte, c'est aussi une morale qui ne prend pas la pause, qui refuse le narcissisme de la bonne conscience, qui se méfie des pouvoirs qui sont les siens. Si la question de l'ipséité est importante pour comprendre la philosophie morale de Jankélévitch, c'est-à-dire le fait qu'au fond, l'être moral repose sur cette fine pointe de l'irremplaçable qu'est la personne humaine, qui est l'unicité absolue des personnes, le philosophe n'a pas de mots assez durs pour condamner en revanche la complaisance morale de ce personnage adipeux qui dit « je ». Et qui s'admire dans l'acte vertueux, qui se donne le beau rôle à coup d'indignation théâtrale, ce qu'il appelle le mal du bien. Pensons par exemple à ces quelques lignes issues de la mauvaise conscience, moquant ces pénitents intarissables qui entretiennent l'univers entier du récit de leur conversion, de leurs scrupules et de leur digestion. Ils se perdent dans la contemplation ridicule de leur propre image, insupportable jusque dans leur repentir. Donc le plus grand danger de la vie morale pour Jankélévitch, c'est ce qu'il appelle l'obsession du témoin virtuel. Ce souci de l'attitude qui finalement empoisonne nos meilleures inspirations. Et Jankélévitch de traquer ce masque de bon apôtre jusque justement dans la conscience elle-même du risque de la complaisance. Contre ce qu'il appelle joliment les rentiers de la vertu, une morale d'adulte, c'est donc une morale qui sait sa propension au cabotinage et tente de museler en elle la part de comédie. C'est aussi une morale fissurée, une morale qui refuse les réconciliations hâtives entre les différentes normes, et c'est la fondamentale hétérogénéité de l'univers axiologique, loin de la conception grecque d'un monde de valeurs qui s'harmonise et qui s'équilibre. Ce que Jankélévitch appelle le sporadisme, c'est le fait que le monde des valeurs est fait de heurts, soumis à la confusion et au tohu-bohu. Et on dirait, écrit-il, que les valeurs ont poussé n'importe comment, comme des lianes dans la forêt tropicale. Et d'évoquer ce firmament déchiré, qui n'est pas sans rappeler la fameuse guerre des dieux chez Weber, pour postuler finalement le conflit indépassable des valeurs. Mais Jankélévitch va plus loin, puisqu'il nous dit même que le mal est inhérent à la pléthore du bien. Chaque vertu, en effet, annonce ses certitudes ventre en avant, sans nul souci des autres. Or, comme le souligne le philosophe, une vertu qui est séparée des autres devient un vice. C'est l'un des paradoxes de la morale qu'il déploie avec le plus de constance.
Et je pense, par exemple, à son éloge de l'intention aimante, qu'accompagne aussitôt une mise en garde contre l'altruisme désincarné. Si Jankélévitch moque ces cœurs trop à l'étroit, ceux qui aiment du bout de l'âme, et avec une petite portion de leur être, s'il rappelle que rien n'y est si le cœur n'y est pas, s'il rappelle qu'une vérité sans amour devient un mensonge, s'il aime aussi, contre Bergson, souligner que la réhabilitation universelle du prochain est une idée essentiellement biblique, et que la promotion générale des affligés n'a pas attendu le génie du christianisme pour se manifester à la conscience hébraïque, il sait aussi à quel point l'altruisme, sans nom de baptême et sans visage, peut devenir une imposture. Si Jankélévitch affirme « tout le monde a des droits sauf moi », il n'aura pourtant pas été hypnotisé par la figure de l'autre, comme tant de ces belles âmes si promptes à repérer la paille dans l'œil de leur nation, mais jamais la poutre dans celle de la nation des autres, à ces spécialistes de l'autocritique systématique et sans mesure, grisés par leur position de francs-tireurs, prétendant s'émanciper du conformisme du groupe, mais rejoignant en réalité le troupeau des subversifs autorisés de la majorité compacte, Jankélévitch rappelle que la morale se moque des majorités et des minorités, qu'elle se détermine ailleurs avec des instruments d'optique beaucoup plus sophistiqués, et qu'une morale qui commence par s'affranchir des obligations à l'endroit de ses pères et de ses fils augure mal, en vérité, d'une morale de l'universel bien compris. Non qu'il faille jouer la morale du clan contre l'universalisme, je ne pense pas que d'une certaine façon on puisse parler d'une morale du clan, mais l'intuition chez Jankélévitch que les humanismes de surplomb fabriquent un universalisme bien artificiel. Et de rappeler par exemple que, je cite, « la charité devient un sport ou une coquetterie quand elle se spécialise dans l'amour de l'ennemi ». Cette morale inquiète donc et sans grandiloquence, cette morale qui résiste aux facilités de la mauvaise conscience sans limite, à l'idéalisation d'un autre figé dans sa mythologie positive, auquel nul compte ne serait jamais réclamé, eh bien cette morale, Jankélévitch aura su l'illustrer, il me semble, à 2 reprises notamment. Donc rapidement, parce que je ne dois plus avoir beaucoup de temps. D'une part, dans sa critique de l'antisionisme de gauche, cet antisionisme qui, disait-il, donne la permission d'être démocratiquement antisémite, au nom d'un dogmatisme sentimental de mauvaise aloi, qui ne se préoccupe pas de donner à l'autre une juste place, mais lui cède toute la place. Cet antisionisme qui est aussi sous sa plume, cette incroyable aubaine pour une Europe désireuse de se délivrer du remords. Donc ce sont des thématiques qui sont suffisamment connues pour ne pas s'y attarder, mais je trouve qu'il faut le noter parce qu'il est sans doute un des premiers à avoir éclairé ces perversions du discours moral. Et puis d'autre part, il faudrait aussi évidemment évoquer sa radicalité contre l'idée d'un pardon tout-puissant. Gérard Rabinovitch évoquait l'imprescriptible. On connaît la fameuse formule « le pardon est mort dans les camps de la mort ». On connaît sa légendaire rupture avec la philosophie et la musique allemande. D'aucuns ont pu alors parler de Jankélévitch comme d'un juif fanatique. C'est un texte qui finalement reste scandaleux pour certains aujourd'hui. Et sans se laisser intimider par ce stéréotype du juif à la nuque raide qui refuse le très chrétien pardon, Jankélévitch a prononcé des phrases extrêmement sévères, parfois injustes d'ailleurs aussi, peut-être, quand il parle, il évoque ses descendants de bourreaux qui... il s'agace de la bonne humeur des descendants de bourreaux qui parcourent l'Europe en troupes bruyantes, comme si de rien n'était. Quand il s'entête peut-être aussi à dire les Allemands, sans distinguer entre les justes et les injustes, ou si peu, il y a quelques lignes dans la prescriptible pour faire la différence. Mais il me semble que sa critique a quelque chose d'extrêmement revigorant, parce qu'il rompt avec ce ton justement trop convenable qui bannit la passion de l'exercice réflexif, alors que c'est évidemment un des ferments de la réflexion, et revigorante aussi quand elle se permet de rappeler cette critique contre une certaine tentation démocratique à faire de tout l'objet d'un débat et d'une controverse possible, qu'il y a de l'obscénité dans certaines discussions et dans certaines contestations, et qu'au fond, on ne peut pas faire de tout un débat, fut-il mené par de brillants causeurs. Revigorante enfin cette critique quand elle prend à partie ces sophistes de l'oubli qui voudraient bien, déjà à l'époque, passer à autre chose. Ces critiques résonnent d'ailleurs aujourd'hui de manière très particulière, évidemment, à l'heure où la jeunesse israélienne s'installe pour partie en Allemagne, à l'heure où certains juifs eux-mêmes, depuis quelques années, nous décrivent la mémoire du génocide comme un étouffoir dont il faudrait s'évader, à l'heure surtout où 2 philosophies intégristes tiennent le pavé, l'hystérie de la pénitence d'un côté faisant de l'Europe une agenouillée permanente,
le lénifiant discours sur les vertus dormitives de l'oubli de l'autre. Et il me semble qu'au tenant du premier discours, Jankélévitch rappelle que la mauvaise conscience ne suffit pas à entretenir la mémoire et que l'amertume haineuse ne vaut pas fidélité. Mais au second, les passeurs d'éponges professionnels, les désinvoltes de la tragédie, eh bien Jankélévitch nous rappelle que le refus de pardonner n'est pas toujours un acte de rancune, mais qu'il peut faire figure d'acte moral. Juste pour conclure, en conclusion, je dirais que la morale de Jankélévitch, ce n'est pas le discours onctueux du prêtre ou du confesseur, ce n'est pas la morale d'eau tiède des manuels de piété. Comme le dit Jean Morel, Jankélévitch fut surtout un sauvage qui, aux concessions dialectiques polies, préférait la violence tranchante et les coups de hache. Très loin de la figure du parvenu ou du faux rebelle reçu dans les salons chics de la bien-pensance de l'heure, Jankélévitch ne fut pas un juif admirable. Il n'aimait pas son époque. Il disait « L'époque et moi, nous ne nous intéressons pas beaucoup. Aussi, je n'ose pas imaginer ce qu'il aurait pensé de la nôtre et de ses dérobades, si souvent maquillées de vertu, de l'abandon de la démocratie aux radicalités haineuses déguisées en tolérance universaliste, au ressentiment égalitaire travesti en passion de justice. » Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Julia.